something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Kevin, tu peux prendre les deux feuilles à la fin. Je suis né au Pakistan, à Korat, un petit village au nord du Pakistan, en 1975. Et on est arrivé en France en 1984. Ça passe de couvert de balade des bois avec pigeons rosés. Simon, ça part devant le canard pour le... Il connaît bien le socle de la cuisine. Et Baumanière était le beau podium pour qu'il puisse s'exprimer. 2 étoiles Michelin, les Beaux de Provence, l'Ousseau de Baumanière. C'est une institution qui a vu passer Picasso, Cocteau, la reine d'Angleterre, Georges Pompidou, Jacques Chirac, le Shah d'Iran. Quand tu te dis que tu vas reprendre une institution pareille, on n'a pas besoin de beaucoup pour te mettre la pression. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Tu termines l'assaisonnement de la sauce et n'oublie pas le trait de jus de citron à la fin. Eh, viens voir William s'il te plaît. T'as vu la différence? C'est ça qu'on veut au départ. Hein? T'as terminé la sauce? Fais attention au sel quand même, hein? Hein, William? On y va les 2 homards. Vous avez un légume et un ravioli. Oui, chef. Et vous partez à la table haute. Oui. On va prendre des filets mignons. Là, j'ai pris le chevreuil, mais vous pouvez prendre tous les parures de gibier. On va le hacher très très fin au couteau. D'accord. Faites assez fin. Hein. L'idée, c'est de faire une ballotine. Comme si on faisait une ballotine de volaille, mais on va faire ça avec du perdreau et du foie gras. Voilà. Tout le reste, ça part pour faire la gelée. En épices, pas d'épices, non, ni de salsa agrumes. Si, j'ai mis poivre long et poivre à queue pour faire l'infusion de la gelée. Partie grasse. Voilà. Qui va tenir la farce. Parte grasse, le lard blanc, le rabougot, gras. le foie gras. Et je termine par tout ce qui est cru. Les échalotes, on va légèrement les suer avant de les mettre dedans. Parce que sinon, ça risque d'être trop fort. Échalotes, juste une seule de genièvre, hein. Ça suffit. Il ne faut pas que ça prenne le dessus. La genièvre concassée. Oui, juste un peu. Donc là, on va regarder la texture pour voir s'il ne manque pas un peu de gras. Je pense qu'on peut rajouter un peu plus de foie gras parce que ça a l'air un peu sec. Du mi-cuit. Oui, foie gras confit. On va rajouter le double de ce qu'on a mis. Vous avez assaisonné ou pas? Ça y est. Le poivre. Juste un peu plus de... Elle est compacte, hein. Ça va. Ouais, mais quand ça va cuire, ça va se détendre avec le gras. Peut-être qu'il faudra rectifier un peu entre le foie gras et le lard de colonna. Rajouter un peu plus de lard de colonna. On va mettre juste comme ça. Et après cuisson, quand ça sera bien confit, on On ne part. voit pas l'intérieur. Ah non, il y a l'os. Non, là, j'ai gardé l'os, juste pour qu'il garde bien sa forme. Il y a d'excellents cuisiniers qui n'ont pas d'excellente base. L'avantage de Sylvestre, c'est qu'il est d'abord un excellent technicien. Donc il a d'excellentes bases. La réussite d'un plat, il faut qu'il y ait une osmose dans tous les éléments. Pas qu'un élément prenne le dessus. L'ensemble des éléments que tu retrouves dans une assiette doit composer un plat unique. En général, il y a 3 éléments. La garniture, la sauce et le produit. Donc voilà. Après, tu les disperses comme tu as envie, mais il faut rester dans 3-4 éléments maximum dans une assiette. Pas apporter trop de saveur. On essaie de rester dans l'authenticité. On va juste légèrement le filmer.
Là, on va tailler juste une belle escalope de foie gras. On va le mettre comme ça. C'est serré, mais pas trop. C'est maintenant qu'on va le mettre dans le sac rectable. Vous pouvez me le mettre sous vide, s'il vous plaît. Alors sous vide, Voilà, et on va les plonger au... voilà. On va les plonger au bain-marie. Go. 10 secondes, hop. Comme ça prend bien la forme. Tu vois? On va les cuire à 56. 58. 58 à cœur. Voilà, et ambiance du four, 68. 68. Voilà. Comme ça, au moment de servir, on fera juste une entaille là, une belle tranche comme ça et une belle tranche comme ça. Deux belles tranches. Non, là, ça sera les entailles. Ouverte. Comme ça et comme ça. Ça, c'est pareil. Voilà. Parfait. Tu vois, ça, c'est bien aussi, regardez. Ça, on va le faire confire à 68 pendant 1h30. OK? Ok. Depuis l'arrivée de M. Sylvestre, tout a changé. Pour moi, c'était un déclic parce que j'avais l'intention de partir. Du jour où il est arrivé, il a donné un bon coup de chiffon de tout ce qui existait avant. C'était un peu ce que je recherchais, moi, si je voulais rester dans cette maison. C'était de mettre en valeur Beaumanière comme il se doit. All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. C'est mon grand-père, le père de ma mère, donc Raymond Thuillier, qui était assureur à Lyon. Juste après la guerre, il ouvre un restaurant qui s'appelle Lousteau de Beaumanière, au Beau. C'est un endroit dont il était tombé amoureux, qu'il avait acheté pendant la guerre. C'est un vieux mas du XVIe siècle. Très vite, il a eu une notoriété puisque en 1949, il a eu la première étoile au guide Michelin, en 1952 la deuxième et en 1954 la troisième. Peu de temps après, il a transformé cette maison où il habitait en hôtel. Et on peut dire que ça a été le premier relais château du monde. J'ai eu l'occasion de connaître 3 cuisines durant ces 20 années. Celle de M. Thuillier, c'était une cuisine qui était élaborée à l'ancienne, c'est-à-dire des plats en sauce, des grosses pièces travaillées en salle. On avait le fameux gigot en croûte qui a révolutionné un peu la cuisine de Beaumanière. On a eu des anciens plats comme le soufflé de homard, assez difficile à préparer. Et puis moi je suis arrivé ici en 1969, donc il y a 40 ans maintenant. Mon grand-père m'a demandé de venir le rejoindre, il avait 72 ans. Et il m'a demandé de venir pour prendre sa suite. Et donc j'ai pu faire aussi une cuisine un peu différente de sa cuisine à lui. Une cuisine un peu plus en accord avec l'époque. J'étais un des premiers à faire un menu de légumes. J'ai mis l'accent là-dessus. J'ai mis l'accent aussi sur une cuisine plus en accord avec le pays, bien ancré dans ce terroir provençal. En 2005, j'ai commencé à faire d'autres choses et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à être tout le temps dans ma cuisine et en gérant toutes ces affaires. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire appel à un jeune garçon pour qu'il puisse apporter une touche de modernité à ce que je faisais avant. Et un jour, Alain Ducasse m'a téléphoné et m'a dit « Est-ce que c'est vrai que tu cherches quelqu'un pour la cuisine ?» Je lui ai dit « Peut-être ». Il m'a dit « Si tu cherches quelqu'un, j'ai le type qu'il te faut ». Du coup, on s'est rencontrés au Plaza avec M. Ducasse, M. Charial et moi. Et M. Charial était assez surpris par mon jeune âge et par le culot que je voulais reprendre une institution pareille. Et on s'est bien entendu dès le départ. Donc on a dit, allez, on va essayer, on va faire l'aventure ensemble. Il est venu ici, je lui ai fait goûter ce que je faisais. Après, il m'a fait la cuisine et j'ai goûté ce qu'il me proposait. Et j'ai trouvé que ce garçon était intelligent et qu'il avait compris, parce qu'il m'avait repris d'une autre façon des choses que je lui avais faites. C'était amusant de voir comment il avait transformé ça.
Et ça m'a plu. Quand j'ai visité les lieux pour mon premier déjeuner avec lui, mon premier rendez-vous, je me suis tellement bien senti que dans ma tête, je me suis dit oui, c'est là où je me vois. Moi, ce que j'aime, c'est que tout de suite, il a pris la cuisine à bras-le-corps. Quelques jours après être arrivé, c'était lui le chef, c'était lui le patron, c'était lui qui commandait. Bernard, vous pouvez voir 2 secondes? Celui-là, on avait cuit à 56. 56, celui-là, on avait fait à 59. On va voir. Mais je pense que 59, ça va être mieux. Il faut faire attention à la cuisson. Hein, Bernard? Thomas? C'est peut-être juste. Tu vois, ça a été mal sondé le truc. Parce que là, tu vois, t'as la moitié qui est pratiquement superbe et là, il manque un peu. C'est une question que ça a été un côté qui a été plus cuit que l'autre, selon la disposition. Alors peut-être qu'il faut cuire par immersion. Hein. Plus cuire dans le four vapeur, mais il faut cuire par immersion. Bien, ouais. Donc par immersion, je pense que ça va beaucoup mieux. Là, il manque carrément du simple au double. Donc ça, on oublie. Ça, on oublie. On va goûter celui-là pour voir. Même s'il manque un peu, c'est pas grave. On va glacer la cuisse avec ça. Donc, Ah oui, d'accord, très bien. tu vois ce que je veux dire? Je la fais refondre un petit peu. Voilà, de sorte à ce qu'elle tienne bien. On va la glacer continuellement comme ça. Ah oui, c'est joli ça. Voilà. En garniture, tu as pensé à la pomme de terre, échalote, les cèpes au vinaigre. On va dresser une assiette comme ça, on verra. On va intercaler mâche, pomme de terre, cèpe, mâche, pomme de terre, cèpe, mâche, pomme de terre, cèpe. C'est un tout petit peu plus relevé. Ouais, on va bien le Peut-être poivrer. plus de cognac aussi dans la gelée, non? Non, pas trop, pas trop. J'ai pas envie que ça prenne le dessus. Mais là, c'est très très bon. Ouais, c'est très bon. hein. C'est bon, Kevin? Fais attention, fais pas ça là. Donc, comment faire un changement de carte? Je vous ai fait en premier le perdreau et foie gras. Et en plus, je vais profiter pour faire l'œuf de poule pour Gilles, surtout pour le vin. Donc on va commencer par le perdreau parce qu'il y a une petite gelée donc, qui est très fragile. C'est une entrée. Et pourquoi un choix plus en entrée en froid plutôt qu'en chaud C'était pour changer un peu parce que l'année dernière on l'a fait en chaud. Cette année je voulais faire du froid. Voilà, je voulais faire une terrine. On n'a pas de terrine sur la carte. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas de terrine sur la carte. Et j'avais envie de faire une terrine de gibier. Bon, moi j'avais prévu pour aller avec ça un Châteauneuf du Clos des Papes 98, qui est une super millésime. Mais ce Châteauneuf-là, par rapport à d'autres, il est moins giboyeux que d'autres. C'est peut-être le plus bourguignon des Châteauneuf. Il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup d'élégance. Parce que ce vin-là, c'est plutôt amène d'élégance. Par rapport à des Châteauneuf plus puissants et plus lourds, plus alcooleux, là on est sur la fraîcheur et l'élégance. Et le fait que ce soit présenté comme une terrine, en fait, ça ne demande pas un vin plus structuré. Non, je pense pas que voilà. On aurait cuit très faisandé, on serait allé sur un vin plus giboyeux que ça. Ouais, vous allez voir, c'est très très fin. Donc il faut un vin, je pense, assez fin, qui ne prenne pas le dessus. On a dans l'esprit un petit peu de la caillette avec le Complètement, perdreau comme ça. complètement. C'était la base, l'inspiration, on va dire. Est-ce qu'on pourrait conseiller, Gilles, autre chose qu'un vin rouge là-dessus pour des clients qui ne boivent pas de vin? Oui, parce que le foie gras, mais bon, il ne faut pas mettre en avant le foie gras parce que le plus important dans ce plat-là, c'est plus Le perdreau, le c'est le que perdreau. le foie gras. Le foie gras, ça apporte Exactement. une onctuosité au plat, mais il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut prendre du sauterne là-dessus, parce que ce serait dommage à mon avis. Mais on peut aller sur des blancs avec un peu d'onctuosité, avec de grands caractères, oui, sans problème. Très important, il n'y a pas du tout d'épices dans ce plat. Si ce n'est poivre mignonnette, cognac, quelques alcools. La petite ballotine de foie gras, c'est très très fin et le contraste avec la cuisse, un peu comme une caillette, Mais c'est fait un peu pour relever un peu le goût. D'abord, à mon avis, manger le foie gras et le qui est terminé parce que c'est beaucoup plus intense, en fait, c'est presque 2 plats en un, quoi. Dans le même plat, il y a 2 caractères très différents, mais on a un vin qui s'associe aussi bien avec les deux, avec ce côté très fin du foie gras et de la poitrine et du perdreau. Qu'avec le côté plus puissant de... Après, on pourrait envoyer la cuisse à part, mais je trouve que ça... quelque part, on perd de sens, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Ça fait un plat complet, là. Je pense que c'est bien comme ça. Il a apporté une vision plus technique. Nettement, c'est un très grand technicien de la cuisine. Hein. Il fait 100 fois mieux. Moi, je fais une cuisine assez d'instinct comme ça parce que je n'ai pas les bases qu'il a. Et il fait une cuisine qui est beaucoup plus précise, plus technique. Je pense que Sylvestre a apporté à Beaumanière
un supplément d'âme parce qu'il a une touche très pointue et une maîtrise technique parfaite pour regarder ce qu'il trouve dans les marchés environnants, de le synthétiser et de proposer à Baumanière une nourriture qui finalement est une signature Baumanière. Dans la l'œuf de poule, c'est surtout l'œuf de poule, céleri, truffe. Donc le cœur coulant, très coulant. La sauce, c'est une meurette revisitée. Je pense que ce serait intéressant de changer de vin sur la Là, meurette. on va aller sur un vin plus jeune, il faut de la jeunesse et du peps pour aller un plat. Ce serait peut-être intéressant de goûter un blanc et un rouge en même temps. En fait, finalement, l'œuf, il traverse un peu les saisons, ça commence à devenir un grand classique de Baumanière. C'est complètement je pense que ça fait partie des plats signature maintenant. Étant donné qu'on le change 4 fois par saison, voire 5 fois, je m'adapte à chaque saison. Servi légèrement tiède. Chaud-froid. Chaud-froid. Il ne faut pas dire que c'est chaud, il ne faut pas dire que c'est froid, parce que à chaque fois on va avoir des problèmes. Il y a des gens qui vont dire que l'œuf n'est pas assez chaud, d'autres qui vont dire qu'il est trop froid. C'est une température ambiante. Petit terré là, c'est quoi? Céleri. 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 Ce qui est intéressant dans ce plat, c'est qu'il s'adapte à toutes les saisons, aussi bien quand on le fait avec une gelée de tomate un petit peu épicée. Ah bien sûr, bien sûr. En été c'est très rafraîchissant avec l'aïoli, la gelée de tomate. Après quand tu attaques les asperges moris, bon, et à chaque fois on a un goût, des saveurs très différentes. Par rapport à la feuille de bouche. Et dessus, c'est un fumet de truffe, donc. Fumée de truffe et une purée de céleri liée avec un peu de jus de truffe et purée de truffe à la fin pour rehausser un peu le goût. Fleur de sel. Le Châteauneuf, c'est pas mal, mais ça manque de peps, ça manque d'arôme, c'est trop fin. T'as la finesse que tu avais pris justement pour le... Là, tu conseillerais quoi? Plutôt un Bordeaux? Non, il faut un vin plus sur la jeunesse où il y a du fruit, des épices, même un Côte-du-Rhône jeune, genre Saint-Joseph ou des vins comme ça, épicés. Mais Des jeunes Syrah, même si ça n'a pas la même élégance que le Châteauneuf. Sur des jeunes Syrah un petit peu épicés sur les fruits rouges. Il faut des épices, donc c'est tout à fait la Syrah qui peut s'exprimer sur ce genre de plat. L'essai avec le vin blanc n'est pas du tout intéressant. C'est difficile. L'œuf, ouais. De toute façon, l'œuf, déjà l'œuf en lui-même, c'est déjà très difficile pour les vins. Donc en plus, là, ça va, il y a la sauce au vin rouge. Mais sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Allez, je vous laisse, les gars. Bon service, à tout à l'heure. Ce qui est important, c'est l'esprit de la maison. Il y a toujours derrière la cuisine une philosophie, une idée des produits, de la façon de les mettre en scène, etc. Et on ne fait pas la cuisine, c'est ce que je dis toujours, on ne fait pas la cuisine au Beau-de-France comme on fait la cuisine à Brest ou à Nancy ou à Lille. Donc ici, il y a une lumière particulière, il y a des oliviers, il y a de la vigne et il y a des rochers aussi, on est dans un univers très très minéral. Et donc il faut que la cuisine, elle ressemble à l'endroit. Moi, j'étais le premier à regarder tout le répertoire ancien de cette maison. Et on a remis quelques recettes à jour. Mais l'esprit de la maison, on l'a gardé. Et ça, c'était le plus important. Après, la modernité, elle est venue tout naturellement avec notre époque. Mais le plus important était de garder l'esprit de la maison, comme elle était. Sylvestre, je trouve qu'il va bien parce qu'il fait une cuisine classique. Et maintenant, il a bien compris l'endroit, il a bien compris l'esprit, il a bien compris la philosophie. Je pense qu'en cela, de préserver le patrimoine, d'y apporter une touche contemporaine et de faire une cuisine cousu main pour Baumanière, en complément de celle qui existait déjà réactualisée, je trouve que ce n'était pas facile, dans une maison qui a ses habitudes, des clients qui ont leurs habitudes, etc., etc. Une maison qui a une histoire, bon, d'arriver comme ça de l'étranger, c'est pas évident. Donc, il faut être meilleur que les autres pour y réussir. L'histoire est toute simple. Arrivé à l'âge de 9 ans en France, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas communiquer. Tu as un niveau scolaire qui est très en retard. Bon, ce garçon a la passion, il a envie de démontrer, quelles que soient les origines, qu'on peut réussir dans la cuisine en France, dans une brigade traditionnelle classique. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. J'ai quitté le Pakistan en 1977. Je crois que c'était un vendredi quand j'ai quitté mon ville natale qui s'appelle Kohat. Sylvestre, quand il était tout petit, il avait un drôle d'habitude. Il avait pris un de mes photos et il l'avait toujours dans sa poche.
Et puis il mettait contre le mur, il sortait la photo, il m'embrassait et puis il le mettait dans sa poche, il baladait là. Et au moment quand je partais, il a laissé toute la famille. Et puis ça avançait. Et puis à un moment donné, j'ai dit, Vaïd, ne fais pas le demi-tour parce que sinon tu partiras pas. Et là, c'est un moment, c'était très difficile et très pénible. J'ai pris la décision d'engager à la Légion étrangère. Et puis après, la voie a été tracée. La Légion, ça a été une porte d'entrée pour rentrer en France. Mon père était attiré comme un aimant par la France. Et la Légion, à l'époque, c'était une des possibilités de rentrer. Donc, il est rentré. On ne l'a pas vu pendant les 5 premières années de notre jeunesse, de notre petite enfance. Les enfants, ils sont arrivés en France en 1984. Parce que à la Légion, quand on n'a pas le droit de la famille tant qu'on n'est pas rectifié. Une fois qu'on est rectifié, il faut demander le regroupement familial. Un de mes chefs, il m'a appelé, il m'a dit, tu disais toujours que le jour quand tu seras rectifié, tu vas faire venir ta famille. Est-ce que tu vas faire venir ta famille? J'ai dit, oui, mon capitaine. C'était un soir, ma mère nous a réveillés, on avait les valises de prête et on devait se rendre à Islamabad pour prendre l'avion. On partait d'un village au Pakistan. Il faut se l'imaginer, il n'y a pas grand-chose. On est dans les montagnes, on est dans le nord du Pakistan, il y a le mont K2 à côté, il y a l'Everest à côté. Ce souvenir me reste encore dans le cœur parce que c'est des instants qui te changent ta vie en fait. Et en 85, je pense que c'était 85 exactement, ou 86, le gouvernement français a autorisé mes parents à nous naturaliser français. C'était la nouvelle vie. C'était notre nouvelle vie. Une nouvelle aventure. On avait quitté le Pakistan et notre nouvelle vie était là en France. Donc, il fallait, comment dire, se donner et puis accepter tout ce qui nous venait de cette culture-là. Que ce soit la langue, que ce soit les tenues vestimentaires ou toute la culture. Vraiment toute la culture française. L'armée aussi nous a beaucoup aidés pour ça. La Légion, elle est connue pour ça. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la Légion, c'est un peu la famille après. Et les Noëls, on les passait à la Légion. Et pourquoi aussi il y a ce côté que Sylvestre est devenu cuisinier et aussi moi pâtissier? Parce que c'est plein de petits éléments qui ont fait qui nous ont construits pour arriver à choisir cette vocation-là. Il faut savoir que tous les week-ends, mon père nous amenait manger aux messes des officiers. J'ai senti que ça plaisait énormément à Sylvestre. Il était très content. Tous les dimanches, il était content parce que quand je les disais que midi, on allait déjeuner avec les amis aux messes, lui, on dirait que c'est sa fête là. Il était toujours très joyeux, très content pour aller aux messes. Et puis, il partait dans la cuisine, il voyait dans les salles. Des fois, je le cherchais où est-ce qu'il est. Il baladait partout là. Après, je parle avec les yeux d'un enfant, donc tout paraît plus grand. Mais c'était un grand château où là, j'ai découvert le Dom Pérignon, j'ai découvert le plateau de fruits exotiques, les Bourgognes, les Côtes-du-Rhône, les Bordeaux, les Grands Bordeaux. J'ai encore le souvenir des cochons de lait entiers sur le plat, des grosses truffes, du foie gras, du saumon fumé. Voilà, c'était une cuisine bourgeoise. Je pense que c'est un cuisinier d'origine pakistanaise qui connaît beaucoup plus son métier que certains grands chefs français. Aujourd'hui, on va faire un risotto. Alors, le risotto au cèpe, riz rond carnaroli, riz italien, évidemment, hein, c'est la Rolls-Royce des riz. Alors, on va commencer par oignon blanc, c'est le milieu, hein. C'est un oignon doux. On va le ciseler. Alors ciseler, ça veut dire quoi? C'est hacher très finement. Donc vous pouvez faire ça au robot coupe, hein, vous à la maison, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça fait plus en purée. Voilà, ça fait plus en purée, mais je pense que... Donc je vois que vous n'allez pas jusqu'au bout. Non, parce que le fait de ne pas aller jusqu'au bout, c'est pour maintenir l'oignon en fait. Si vous allez jusqu'au bout, vous coupez l'oignon et vous n'avez plus la prise. Et là, vous voyez, ça ne bouge pas. Voilà. Vous voyez? Et plus il est ciselé finement, plus il va être fin à la cuisson. Et ça, c'est top. Un trait d'huile d'olive, on va faire suer l'oignon. On va le faire tomber. C'est-à-dire, il va cuire, mais on ne va pas lui donner de coloration. Quand l'oignon est fondu, mais sans coloration, on va rajouter du riz. Donc là, à peu près 100 grammes de riz, là pour 3 personnes. L'opération, c'est de faire nacrer le riz. Parce que là, on est en train de faire sortir l'amidon du riz. L'amidon, finalement, est cuit
Non, il cuit. Il va cuire, c'est ce qui va lier le riz en fait. Vous touchez avec, la spatule, vous le sentez. C'est pâteux. Oui, Voilà. Ça s'appelle faire nacrer le riz. Et là, hop, on va déglacer avec Du vin blanc. à peu près 1/4 de litre de vin blanc. La rencontre avec Sylvestre, d'abord, c'était la rencontre avec son papa, qui était venu me voir en me disant voilà, j'ai mon fils qui veut faire de la cuisine, est-ce que vous seriez d'accord pour le prendre? J'ai dit oui, il peut commencer quand? Et le père me répond tout de suite. Et le gamin était là, présent. Donc ça a été la première approche avec Sylvestre. Quand vous voyez M. Terry Max première fois, c'est malgré que j'étais en uniforme, je voyais que quelqu'un il a une personnalité. J'ai beaucoup apprécié et puis son accueil, ses conseils chaleureux et puis son franchise. Il m'a dit écoutez, je vais la garder pendant 1 mois ou 1 mois et demi et je vous dirai après. Et entre-temps, moi je suis parti au Cambodge en mission. À mon retour de Cambodge, je suis allé voir le monsieur Terry Max. Et puis, il m'a pris tout seul, il m'a emmené dans la bar. On est assis dans un coin, il m'a offert un petit café, je m'appelle encore. Il m'a dit, monsieur Waïd, vous n'avez pas de souci à faire. Vous avez un fils qui va aller très très loin. Au bout de 6 mois, ça c'est les mots par mots de monsieur Terry Max. C'était à moi, en tant que chef, et mon premier poste de chef, vous imaginez bien, combien j'ai pu faire attention à mon premier apprenti, parce que c'était mon premier apprenti. Donc de lui proposer ma responsabilité, mon devoir de maître d'apprentissage n'est que de proposer un cadre éducatif fiable, d'être dans la vérité de l'éducation et de border pour que, comme un pot, pour que la plante grandisse. Et c'est juste ce que j'ai eu à proposer à Sylvestre. Il y avait le gastro et le bistrot, donc il m'avait donné un poste pour que je puisse m'entraîner tous les midis pour faire un plat du CAP au bistrot. Et le soir, j'étais au gastro. Il m'a obligé à passer mon BEP en candidat libre 1 semaine avant la fin de l'inscription parce qu'il m'a dit « Tu passes ton CAP, mais pourquoi tu passes pas ton BEP ?» Je dis « Pas parce que je ne me suis pas inscrit. » Et je dis « C'est trop tard. » Il me dit « Non, non, tu poses ton tablier, tu vas t'inscrire tout de suite. Et si tu n'as pas ton BEP, c'est même pas la peine de venir. » Ça ne s'oublie pas des personnes comme ça. Dans ta vie, tu as très peu de personnes dans ta profession qui te marquent. Et je pense qu'une fois qu'ils t'ont marqué, tu les oublieras jamais. Moi, je suis je dirais qu'une virgule dans sa vie, ou un point peut-être, un point d'ancrage, mais pas plus. Bah, c'est aujourd'hui, si j'ai ça, c'est grâce à lui, quoi. Là où j'en suis, c'est grâce à lui. Et là, maintenant, on va le mouiller. Bouillon de volaille, vous mouillez à hauteur. Et là, par contre, cette fois-ci, maintenant, il faut le finir. Donc, il faut compter environ 11 minutes de cuisson. Plus ou moins. Hein. Et vous voyez, vous rajoutez du liquide quand vous voyez que ça commence à faire une belle vague. Là, il manque encore un peu. Qu'est-ce que vous appelez la vague? Vous allez voir. C'est que quand vous allez mélanger comme ça, hop, ça va former des vagues. Suit le mouvement. Voilà. Une fois que c'est comme ça, hop, on remouille à hauteur. Maintenant, vous allez continuer à faire ça. Donc, on va cuire le rabogo avec les tranches de cèpe. Là, une fois qu'on a fait rissoler ça, hop, on l'enlève. Donc, il est légèrement croustillant. Et dans la poêle où on a fait cuire les tranches de rabogo, on va mettre les tranches de cèpe. On va rajouter la gousse d'ail. Vous retournez le couteau et vous faites comme si vous le coupiez. Regardez. En fait, ça a pour but de ne pas le couper, mais de l'écraser et d'obtenir une purée très très fine. Regardez. J'ai jamais vu ça. Et ça, vous allez le faire fondre dans la poêle. Là, on va regarder la cuisson du riz. Il est parfait. Là-dedans, on va rajouter un peu de parmesan, l'huile d'olive. Alors ça, c'est l'huile d'olive d'assaisonnement, on est d'accord. Hein. L'huile d'olive d'assaisonnement, c'est pas la même que de cuisson. C'est une AOC. Oui. C'est extrait à froid. Donc ça, il ne faut pas la faire cuire. Ça serait dommage de la faire cuire. Vous avez des huiles d'olive pour cuisson et pour assaisonnement. La purée verte. La purée verte. Bon, purée de persil, je vous explique comment on fait. Vous cuisez vos feuilles de persil dans l'eau bouillante. Après, vous rafraîchissez le persil dans de l'eau glacée et vous le mixez. Et, très important, vous détendez votre purée de persil avec l'eau bouillante de cuisson. C'est ce qui va lisser la purée de persil. D'accord. Si vous la détendez à l'eau froide, ça va faire granuleux. J'ai appris que M. Ducasse reprenait le 59 avenue Raymond Poincaré, donc j'ai postulé pour le 59 avenue Raymond Poincaré.
Et là, Jean-François Piège a été nommé chef du gastro et il m'a fait monter. J'ai commencé directement à la sauce. Évidemment, j'ai commencé en tant que commis. La chance a fait que les 2 chefs de partie qui sont passés par la sauce ne sont pas restés. Trop de pression, trop dur, et ils craquaient. Et au bout de 2 mois, un soir, Jean-François m'a appelé, il m'a dit « Bon, puisque toi, ça fait 2 mois que tu es là, le poste t'intéresse, je te fais passer chef de partie. » Je fais passer chef de partie dans un 3 étoiles Michelin, je ne sais même plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans. Ça ne se refuse pas. Hein. Donc c'était très, 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 très dur. Mais j'ai accepté. Et là, ça a été un enfer pendant 2 ans. Mais il était très, très exigeant. C'était très, très dur. Il y a une volonté supplémentaire d'y arriver. Donc je pense que ça, c'est effectivement un élément, un ingrédient différenciant important. Donc je pense qu'il a plus envie. Je pense que ce garçon travaille vite, mieux, plus. Il a plus de chances que d'autres d'y arriver. À chaque fois, je disais, je tiens 6 mois et je pars, je tiens 6 mois et je pars, je tiens 6 mois et je pars. Ne serait-ce que pour pouvoir dire à Thierry, je suis chef de partie chez M. Ducasse à Paris. Et au bout de 2 ans, quand j'ai décidé de partir, j'ai dit à Jean-François, merci, je m'en vais. Il m'a dit, non, tu pars pas parce que je te fais passer 2e sous-chef. Et tu refuses pas, hein, tu restes. J'ai dit, moi, je reste encore 1 an de plus. Et pareil, après 1 an et demi, il me fait, non, tu pars pas parce que tu passes mon bras droit. Donc, pareil, tu te refuses pas, donc tu restes. Et puis, c'était une évolution comme ça, perpétuelle. Et puis après, je voulais partir à New York. Et il m'a dit, non, attends un peu. M. Ducasse m'a dit, attends un peu, je m'occupe de toi. Et là, je ne savais pas qu'on déménageait au Plaza, donc j'ai compris pourquoi. Donc, on a fait l'ouverture du Plaza avec Jean-François. Et je suis resté jusqu'à l'obtention de la 3e étoile par Jean-François. Et du coup, là, M. Ducasse m'a dit, maintenant, tu vas aller à New York. Il faut en mettre du parmesan. Le parmesan, c'est bon. Alors, normalement, en Italie, ils mettent de la mascarpone. On ne va pas mettre de mascarpone. En finition, on mettra crème pimentée, une bonne cuillère, comme ça, mais pas trop non plus, hein, comme ça. Et là, regardez, il ne faut pas mélanger comme ça. Ah, comme il faut l'incorporer. L'incorporer comme ça. On va le goûter, hein. Alors? Et c'est vraiment une merveille. C'est léger, c'est très goûteux. Très goûteux. Toutes les saveurs sont équilibrées entre exceptionnel. La cuisine, c'est simple. Hein. Il fait partie de l'aventure de New York. Quand on ouvre à New York, il y a 9 ou 10 ans, il est aussi dans les bagages. Il est dans les bagages. Et ma foi, il fait toutes les parties, il tient les parties et il exécute à la perfection. Non seulement il est un excellent professionnel, mais en plus il est un excellent pédagogue. C'est pas rien. Et de ce qu'il a tiré, de ce qu'il a appris des autres quand il est en France, à son tour, il donne ce qu'il a appris et il le donne parfaitement bien. Je suis arrivé à New York, à l'Essex House, 18 cuisiniers, très peu de Français. Avec Didier Léna qui était en place déjà là-bas depuis quelques mois, et on a repris j'ai pris mes positions et pareil, ça s'est super bien passé. Quand on retrouve Sylvestre à New York, il est comme un poisson dans l'eau, je veux dire. Il a cette dimension de chef planétaire, de futur grand, de grand même ce qu'il a aujourd'hui, parce qu'il a cette dimension planétaire. Après son passage à New York, je pense qu'il s'est vraiment senti prêt à occuper un poste de chef. Sincèrement, il y a une question qui me posait dans la tête, c'est qu'est-ce que je fais? Je rentre en France ou je reste ici? À savoir qu'une fois que tu as passé pratiquement 5 ans à New York, c'est soit tu rentres, soit tu y restes à vie. C'est ce que je pense moi, parce que après c'est difficile de revenir en France. Je préférais opter pour rentrer en France, essayer de faire continuer un nouveau challenge. All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind I can celebrate. All I
notamment avec M. Charial, c'était l'année où mon frère venait d'être élu champion de France des desserts. Je voulais qu'il devienne mon chef pâtissier. Son frère, qui est un excellent pâtissier, quand on termine un repas avec un excellent dessert, comme c'est certainement le cas à Beaumanière aujourd'hui, je pense que la boucle est bouclée. Alors ça, c'est une méthode la plus traditionnelle pour confire le fruit confit. C'est bassine double fond vapeur. Donc on vide les fruits de la terrine avec le sirop dans la bassine, on va donner un bouillon et ensuite on va le reverser dans la terrine, on va la laisser au repos et demain on va la reprendre, on va la recuire encore. La même opération. Alors on reproduit l'opération 7 à 8 fois sur une période de 3 semaines à 1 mois pour évaporer l'eau du fruit et l'eau du sirop et concentrer le sirop à l'intérieur du fruit. Poire de Saint-Jean? Alors c'est la Claude Blanchet, Verquière, on appelle ça poire Saint-Jean, c'est pas la véritable mais c'est une des variétés qui arrive à cette période-là, à la Saint-Jean, donc fin juin. Producteur sur Verquière, alors Verquière c'est à 5 km de Saint-Rémy, on va chercher les poires sur le verger et elles sont toutes pelées à la main, enfin au couteau quoi. Et on les a choisies spécialement parce qu'elles sont assez fermes, très goûteuses et elles se tiennent au confisage. Puis elles ont une couleur superbe. Là, avec Sylvestre, on est en train de réfléchir pour les fêtes. On voudrait élaborer des petits cakes avec des fruits confits qu'on voudrait offrir à nos clients. Il faut utiliser des fruits assez fermes. On peut y rajouter un peu des fraises. Elles vont un peu fondre à l'intérieur, mais c'est pas mal quand même quand ça fond un peu dans la pâte. On voulait l'associer avec un peu de chocolat au lait. C'est-à-dire que ce serait des petits cakes qu'on voudrait glacer après avec un tout petit glaçage au chocolat. À mon avis, ça n'enlèvera rien, au contraire. Chocolat, fruits confits, ça peut être pas mal. C'est clair. À quelle température on est là? La vapeur arrive, elle est distribuée à 160 degrés. Il y a une déperdition, on est à 140. 140 et là, on bout, ça va être du 120, 130 dans la bassine. Et donc vous allez les laisser comme ça pendant... Là, on l'oublie pendant 3-4 jours et on viendra la recuire encore un petit peu. Mais là, on est vraiment dans les fins de cuisson. En fait, à un moment donné, on arrive à un brix où il n'y a plus d'humidité et donc on peut les stocker et c'est fini, on arrête de les cuire. Pourquoi le métier de pâtissier? Ben voilà pourquoi, parce qu'au Pakistan, dans le petit village où j'habitais qui s'appelle Kohat, je recevais par la poste des chocolats venus de Paris. Parce que mon père nous a envoyé des boîtes de chocolat qui viennent de Paris. Alors vous imaginez, moi aujourd'hui quand je travaille le chocolat, l'acheminement un peu au niveau de la mémoire, c'est des souvenirs que je pense je les emporterai avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Les fruits ont été confits tout au long de l'année et là on les sépare du sirop pour être emballés et commercialisés. Alors ça, un melon, là, c'est quelle variété? Parce que je trouve ça magnifique. C'est l'ancien Cantalou de Provence. C'est une variété qui n'est utilisée que par les confiseurs, en fait. Pour nous, on garde la graine d'une année sur l'autre et on a nos propres melonnières. C'est très très beau. J'adore, c'est très Ah là, on est complètement dans la région. Du melon, tu parles du pays, là. L'intérêt dans ce fruit confit, c'est d'arriver à le nourrir suffisamment pour qu'il soit moelleux à souhait, qu'il ait encore conservé son goût et qu'on n'ait pas une grosse tache sucrée en bouche. Ça, c'est primordial. Le fruit confit a tellement souffert de l'image que l'on trouve des fruits sur le gâteau des rois dans notre région avec un mauvais morceau de sucre dessus que souvent j'arrive à convertir encore des gens qui ne voulaient plus en manger à cause de ça. Tu vois que ça a été fait lentement parce que tu vois que le fruit, entre le début de sa texture et au cœur de sa texture, il a la même couleur en fait. Ah oui, le sirop il va pénétrer délicatement. S'il n'est pas nourri, il est blanc, on voit à l'intérieur que le cœur est blanc, qu'il n'est pas nourri. On voit qu'il y a des teintes différentes et c'est vraiment... Mais c'est cette idée de le faire lentement, parce qu'on peut faire un fruit confit en 4 jours, mais on ne travaillerait pas ensemble. On ne travaillerait pas ensemble. Oui, et puis il faut du temps pour que le sirop pénètre le fruit, quoi, c'est ça. Bon, là, on les a vus un peu tranquilles dans leur panier. Par contre, il y a la dernière étape, c'est le glaçage. C'est l'opération qui consiste à mettre une pellicule de sucre qui va les empêcher de coller aux doigts. On les laisse sécher une nuit, on les emballe le lendemain. On va aller voir ça parce que ça, c'est assez intéressant. À Noël, tu as toujours les 13 desserts.
en Provence. Donc au départ, je m'étais un peu renseigné pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre et tout ça. Et puis, bon, j'ai vu l'île Amand, on y est allé et on a trouvé. On était obligé, Baumanière était obligé d'avoir l'île Amand sur sa carte. Les personnes, ils pochent encore les fruits à la main. On est quand même au XXIe siècle. Il y en a combien qui font ça à la chaîne? Et bien moi, ça me fait plaisir de les mettre sur ma table, sur la carte. Le glaçage. Donc, dernier bain de sucre, c'est du sucre et de l'eau. Cuisson à souffler. Donc, on souffle dans la, Ah, c'est pour ça. dans la louche. Voilà. Tu vois les petites bulles, là il est prêt. Ouais, donc là, l'opération consiste à les... Là, c'est créer une pellicule sur le fruit, alors très fine, vraiment fine, pour pas que ça fasse une grosse croûte blanche, et suffisamment pour que ça colle plus au doigt. Combien de temps on laisse? Ah ben là, l'opération, c'est un truc très particulier. Voilà. Il va les tourner autour. Il va masser ce sirop et il va créer ce sucre glace. Donc là, tu vois quoi qui masse? Et là, en fait, à un moment donné, on voit dans le coin où il masse, un voile blanc qui commence à prendre. Après 3 mois de confisage, s'il rate cette opération, on a un fruit qui est vraiment moche, quoi. Donc il a vraiment une sacrée pression. Et là, en plus, comme on le regarde, il en a encore plus. Mais ça, Jérémy l'a appris ici. C'est un truc qu'on apprend ici. On ne peut pas apprendre ça à l'école. Parce que là, il va sécher, la pellicule va sécher dessus rapidement, mais le fruit est encore très chaud, donc on va le laisser refroidir. Et là, ça se cristallise dans combien de temps? Alors là, dans 10 minutes, il est prêt. Donc à l'air libre. Là, à l'air libre, il va sécher toute une nuit, et demain matin, on pourra l'emballer. C'est joli. Tout ce sucre-là, vous le récupérez après, ou pas? Ou il est perdu? Le sucre glace est récupéré par un apiculteur. Il le donne à ses abeilles pour les nourrir, en fait. Donc il nous débarrasse du sucre glace que l'on n'utilise plus. Vieille institution, pareil que Baumanière, vieille maison, qui aujourd'hui, eux aussi, continuent à se remettre en question, à faire de nouveautés, sans oublier la tradition. Leur métier de base, fruits confits, c'est encore fait à la main, c'est encore fait à l'ancienne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que c'est parfait, et c'est très bon. Et qu'est-ce que vous allez me faire goûter un peu? Ah ben alors, moi, le gingembre. Jonathan, petite fraise. Super. Tu vois le glaçage que je te disais là? T'as vu, ça colle pas au doigt. Ouais, puis c'est fin. Hein. C'est hyper. Il faut que ce soit hyper fin. Ça garde complètement le goût. On dirait qu'il n'y a pas de sucre. Un bon fruit confit, c'est le goût du fruit avant le sucre. Parce qu'il y a 100% sucre, sauf que dedans, il y a un fruit qui ressort en premier. C'est vraiment délicieux. Alors, je préfère 10 fois comme ça que le frais. C'est complètement différent. Ouais, et puis c'est plutôt bien parce que Sylvestre, d'habitude, avec le sucre, il prend un peu de recul. Ah non, mais j'ai énormément de... Il faut vous enlever le sucre en pâtisserie. Après, c'est très bien. Après, on devient des cuisiniers après. Ouais. Mais maîtriser comme ça, c'est parfait. Non, ça, c'est les fameux lime-quat. Voilà. Les kumquat et lime-quat. C'est délicieux. T'as l'impression que c'est un peu du cédrat, un peu de... Tu vois? Ça me rappelle l'enfance. C'est très très bien. Exceptionnel. Tous les gens qui font un travail d'exception méritent qu'on parle d'eux. Tous les artisans méritent qu'on parle d'eux. Parce que c'est pareil que nous, on passe du temps, on passe notre énergie à faire quelque chose de bien. Et je leur tiens un sacré hommage. Parce que c'est beau ce qu'ils font. Ça prend du temps, c'est bon, il faut mettre ça sur la carte. Ah, ça correspond plus qu'à l'esprit du lieu de Baumanière, ça correspond à toute la région. Donc si on peut aider à mettre tous ces artisans en avant, on le mettra. C'est un homme extraordinaire, Alban. Le travail qu'il fait, c'est superbe. C'est des pièces uniques. Donc voilà, façonné. De façon à répartir le verre uniformément, partout.
Papier journal. C'est le papier journal. C'est ce qui coûte le moins cher. Donc là, on donne un volume. Et après, ben, on va le travailler pour lui donner sa forme définitive. Après. Donc là, je vais la détacher ici et je vais la reprendre par le fond pour pouvoir déplier le verre, pour lui donner sa forme définitive. C'est l'ensemble qui est impressionnant à voir. La technique, et puis la passion qu'il met pour le faire. C'est très précis, c'est carré. Mais ça me rappelle la qualité, c'est d'être passionné. Voilà. Donc là, on va remonter le verre en température pour pouvoir le déformer. Vous travaillez en permanence devant 1200 degrés. Oui, plus ou moins, mais c'est à l'intérieur du four. Ouais. En extérieur, il fait pas. On sent la chaleur, mais il fait pas si chaud. Ah, moi, j'aimerais bien que vous me laissiez. Là, vous voyez, vous me donnez une idée. Quoi, Oui. Ça, j'aimerais bien que vous fassiez des cloches, mais exactement cette forme-là. Oui. Voilà, exactement ça. C'est comme si vous arrêtiez là comme ça. Vous voulez que je la détache comme ça? Ah ouais. Eh ben, allez. Comme ça fera un essai de plus. D'accord, écoutez, je vais le mettre à refroidir. Alors, par contre, celle-là, vous voyez, par exemple, celle-là, on peut faire le petit carré pour tenir avec l'impression argent ou or. D'accord, entendu. Ouais. Donc là, je rebrûle la surface parce que comme on a cassé le verre, c'est légèrement coupant. Et là, je vais y faire un petit plat. Comme ça, après, on colle le cabochon dessus. Alors là, c'est un four de recuisson. Donc les pièces, elles sont stockées dans ce four parce qu'il est à 460 degrés. On va éteindre le four et par des perditions de chaleur, on va arriver à la température ambiante pour éviter les chocs thermiques. Sinon, si on laisse refroidir une pièce à l'air libre, elle casse. Donc, je prends une petite quantité de verre. On va le laisser refroidir. Et puis on va coller les morceaux de feuilles d'argent dessus. Et là, on va lui donner sa forme. Vous appuyez pratiquement pas, quoi. Donc là, je le lisse au liège. Ça ne glace pas le verre. Ça va lui donner de la brillance. C'est plus joli. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je surface pour qu'il soit bien plat. Qu'on fasse un collage propre. C'est des pièces uniques qui sont faites pour Baumanière, voilà, ils sont faits pour nous et il y en a 15, 20 pièces, 30 pièces maximum. Ça amène le côté un peu, le côté artisanal, le côté vrai des objets et ça représente la région. C'est un garçon intelligent, sensible. Ses cuisiniers, il a de bons rapports avec eux. Il peut leur demander n'importe quoi. Il y a un bon esprit dans la cuisine. Ici, c'est ce qu'on faisait l'année dernière. Saint-Sylvestre et Réveillon de Noël. Bon, on commence par lequel? Réveillon? Réveillon. Réveillon? Ouais, Réveillon. Et cette année, j'ai envie de faire des langoustines. Quelle base? Alors, langoustine, crème de langoustine avec les têtes, Ouais. crème de langoustine légèrement citronnée, avec, on fait comme un bouillon, bouillon de langoustine avec les têtes, qu'on fait réduire. Au dernier moment, on met de la crème fraîche de chez Bordier. Clarifier le bouillon? Non, ça sert à rien. Non, pas la peine. Crème fraîche du Bordier, toujours? Bordier, D'accord. toujours. Il a su de me diriger à un poste où je suis devant le pass, où avant j'étais un peu le tournant, c'était un peu tout et n'importe quoi. Donc maintenant je me sens un peu plus posé
mieux dans ma peau, mieux j'ai un état d'esprit différent, bien sûr. Et je me sens vraiment bien quand je vois toutes les assiettes qui sortent tous les jours au repas, c'est un plaisir. Et pour moi, ce qui est important, c'est de venir au travail, être content de venir au travail, tout simplement, me faire plaisir. Et là, pour moi, c'était que du bonheur. C'est l'âme de la maison. Pour moi, ça fait 30 ans qu'il est là. Il connaît très très bien la cuisine. Les classiques, il les connaît par cœur. Après, je ne sais pas tout, donc j'ai besoin de lui, surtout pour justement une question de management. Quand tu n'es pas là, il faut que ça soit pareil que quand tu es là. Donc oui, je me pose beaucoup sur Bernard. On prend l'assiette rectangulaire. Ok. Ça, on peut faire un petit croquis, mais la fine crème de langoustine avec des pointes de purée de cresson et la belle langoustine posée dessus. Alors, de biais, ça va faire ça, ok, avec le caviar. Alors on peut faire un nuage de cresson. Hein. Ah ouais, c'est sympa. Crème de langoustine. Et le caviar. Voilà. La verdure sera dans le nuage. Voilà. Le noir, le blanc. Et sur la crème de langoustine, on mettra le hachis d'huître. Et on a une telle complicité tous les deux qu'on s'entend très très bien. Je n'ai jamais dit en 4 ans ou en 5 ans, c'est moi le chef en cuisine. Que ce soit Bernard ou un commis. Si tu respectes les gens te respectent. Donc, et le respect se gagne avec ton travail. Depuis 1 an ou 2, là, on avance très vite. On prend des raccourcis parce qu'on se comprend d'un petit regard. Et je pense que cette façon-là est la meilleure. Et il a su s'entourer de beaucoup de jeunes. Ça, c'est... Quand il donne des commandements, ils sont compris. Ce pas des commandements qui sont pris à la légère. C'est des briefings qui sont assez fréquents. Donc quand on a un point à franchir, on sait qu'avec lui, ils seront franchis. Aujourd'hui, j'ai pratiquement pas besoin de dire quoi que ce soit. On veut parler des essais, ils comprennent tout de suite. Mais tout le monde en plus, tout le monde. Donc ça veut dire que tu as réussi à créer une osmose entre les gars, entre ta philosophie de cuisine, ton travail, ta rigueur, et ça va tout seul. Il est exigeant aussi, là. Ça aussi, je l'ai remarqué. Il ne fait pas le cadeau non plus, là. Il est exigeant, donc ça va être un peu difficile pour les jeunes qui travaillent avec lui, mais ça va être bon que pour eux, là. Mais pourquoi tu les laisses comme ça, Thomas? Non, ça, je dis, on les taillait. Tu penses à prendre des équimoires, une petite équimoire, tu les égouttes. Tiens, ce sera plus simple avec ça. Arrêtez de vous compliquer la vie pour rien. Tu vois, comment c'est là? Ça, c'est bien, ça. Donc, quand c'est réclamé, hop, on les plonge et on les envoie. Okay, allez, action. C'est pas de demi-barre, c'est 2 demi-langoustines, les gars. On regarde la cuisson. Je te rappelle, tu fais la vinaigrette tomate, s'il te plaît. Hein, William? Fais attention au sel dans la sauce. Je leur demande pas d'avoir peur de moi parce que j'ai horreur de ça. Je n'aime pas ça. Je veux pas qu'ils aient peur. La seule chose que je leur demande, c'est le résultat du travail bien fait. Je veux juste qu'ils fassent leur travail par amour pour eux. Parce qu'ils travaillent avant tout pour eux. Pas pour me faire plaisir moi ou le client. Si eux, ils se font pas plaisir en faisant une recette, en faisant un plat, ils peuvent pas le bien faire, c'est pas possible. Moi, quand je cuisine, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je mets tout mon amour, ma passion pour essayer de faire quelque chose qui me plaît. Et 99%, quand tu fais quelque chose qui te plaît, ça plaît au client. Panez un peu de poivre, hein, Simon. Hein. N'aie pas peur. Hein. Oui. Parfait. Oui. Ça, à la vin. Les 2 raviolis à la vin. Les 2 raviolis à mise-bouche, Thomas. Ça, c'est la 3, ce sont les 7 couleurs. Vous voulez jeter un œil sur la 7 aussi, Laurent, s'il vous plaît? On va faire une petite marinade, huile d'olive, soy sauce. Tu vas me faire un peu de zeste de citron vert comme ça, là. T'as un peu de gingembre ou pas? Voilà. Juste le temps de démarrer celle-ci. Toujours une plaque plus chaude que l'autre, comme ça tu peux jouer avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je pense que quand on transmet son savoir-faire à quelqu'un, on devient plus compétent, plus riche. C'est le notre devoir quelque part. Je souhaiterais qu'ils remplissent maintenant leur devoir de transmettre ce savoir-faire à leurs jeunes apprentis. Mets pas de sel là-dessus. Là, on va mettre un tout petit peu de fleur de sel. Un peu, hein, pas beaucoup. Comme ça. Là, c'est pas la peine, on est d'accord. Donc celle-là, on a dit qu'on va le faire sur 3/4 et celle-là, on regarde la cuisson. Ah, c'est bien ça. Hop, et après, on les enlève. Ça, c'est top.
Tu vois? Ça, on peut l'enlever comme ça. Bon. 10 secondes sous la salamandre et on graisse. À l'olive, tartare de tomate, huile d'olive. Les rougets, s'il te plaît. Donc voilà, marinade de cuisson avec un tout petit peu de ciboulette ciselée. On assaisonne un peu le rouget mi-cuit, mi-cru et on parsème tout autour, mais juste l'huile, pas la sauce soja. Donc ça, bien croustillant, tu vois. Hein, et on envoie comme ça. Faut pas que ce soit brûlant, hein. Chaud, mais pas brûlant. Kevin, allez, on amène ça. Table 6. Oui. Moi, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas tenir fourchette et couteau. Et aujourd'hui, quand je vois que mon fils est le chef d'un établissement connu mondialement, je pense. Donc, ça fait plaisir, c'est un énorme plaisir. C'est pour ça que je dis que quand je ne sais pas où je vais, je m'arrête et je regarde d'où je viens. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke.